Imaginez un mardi matin ordinaire, vous êtes au travail, vos enfants sont à l'école, votre conjoint est en réunion, rien d'inhabituel, et puis quelque chose se passe, une tempête violente, une panne électrique massive, une perturbation logistique majeure, et en l'espace de quelques heures, les supermarchés autour de chez vous ressemblent à des décors de films post-apocalyptiques. Les rayons sont vides. Pas dans une semaine, pas dans 3 jours, en quelques heures. Ce n'est pas un scénario imaginaire sorti d'un roman de science-fiction. C'est exactement ce qui s'est produit en France lors de la tempête Lothar en décembre 1999. Des régions entières ont vu leurs supermarchés se vider en moins de 48 heures. Les familles, qui avaient quelques provisions de base chez elles, ont traversé 2 semaines entières sans électricité ni ravitaillement extérieur avec une relative sérénité. Les autres ont vécu sur ce que leur réfrigérateur contenait encore pendant les quelques heures où il continuait à fonctionner. La réalité que personne ne vous dit clairement, c'est que votre supermarché n'est pas un réservoir de sécurité. C'est un flux constant, un système logistique ultra optimisé qui repose sur des livraisons quotidiennes, des chaînes de froid continues, des routes praticables et une électricité stable. Dès que l'un de ces maillons cède, le système entier vacille. Et vous vous retrouvez avec ce que vous avez dans vos placards, rien de plus, rien de moins. La plupart des foyers français disposent entre 72 et 96 heures de nourriture réellement utilisable en cas de panne prolongée. Et encore, c'est en comptant ce qui est dans le congélateur, qui deviendra inutilisable en moins de 24 heures si l'électricité ne revient pas. Après ça, les surgelés dégèlent et doivent être consommés immédiatement ou jetés. Les produits du frais suivent, et vous vous retrouvez à improviser. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus un problème qui nécessite un budget astronomique ou des compétences particulières. C'est simplement un problème de stock. Et un problème de stock se règle avec des informations précises, un peu de méthode et moins d'argent que vous ne le pensez. De l'industrie qui ne veut pas que vous sachiez ça, il y a une ironie profonde dans le monde de la préparation aux crises. L'industrie du survivalisme, avec ses kits à 200 €, ses rations militaires déshydratées, ses équipements tactiques et ses gadgets sophistiqués, a tout intérêt à vous convaincre que vous avez besoin de beaucoup de matériel pour être préparé. Parce que si vous compreniez que 5 aliments basiques achetés en grande surface suffisent à couvrir l'essentiel, vous n'achèteriez pas leurs produits. La vérité, c'est que la résilience alimentaire réelle coûte moins que votre abonnement mensuel à une plateforme de streaming. 5 aliments, 5 catégories. Un budget inférieur à 60 €, et vous disposez de plusieurs mois d'autonomie alimentaire de base pour votre foyer. Ce que j'ai cherché à comprendre en rassemblant des données sur chaque grande crise alimentaire documentée en Europe, depuis les archives de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux pannes d'infrastructures récentes, c'est ce que mangent vraiment les familles qui traversent les crises sans se retrouver en difficulté. Pas ce qu'elles auraient voulu manger, pas ce que les experts leur recommandaient, mais ce qu'elles avaient effectivement stocké et qui les a nourries quand le reste manquait. La réponse est toujours la même, elle revient dans chaque témoignage, dans chaque archive, dans chaque analyse, et elle ne ressemble pas du tout au catalogue de survivalisme. Ce que j'ai trouvé, ce sont des familles qui avaient compris quelque chose de fondamental. En situation de crise, vous n'avez pas besoin de 50 produits différents. Vous avez besoin des bons produits, ceux qui couvrent vos calories, vos protéines, vos graisses, vos fibres et, chose souvent négligée, votre équilibre psychologique. Parce qu'une crise prolongée ne teste pas seulement votre corps, elle teste votre mental, et ce que vous mangez a une influence directe sur votre capacité à prendre de bonnes décisions sous pression. Voici donc les 5 piliers alimentaires de la survie réelle, pas ceux des magazines spécialisés, ceux qui ont réellement fonctionné. Premier pilier, le riz. Commençons par l'évidence. Même si l'évidence mérite qu'on s'y attarde sérieusement, parce que la plupart des gens sous-estiment radicalement ce que représente vraiment le riz dans une stratégie alimentaire de résilience. Le riz blanc est probablement l'aliment le plus efficace qui existe sur la planète quand on le mesure à l'aune de 3 critères simultanés. Le coût, la densité calorique et la durée de conservation. 1 kg de riz blanc coûte entre 80 centimes et 1,50 € en grande surface. Stocké correctement, et nous allons y revenir, il peut se conserver entre 25 et 30 ans. Rien dans les rayons d'un hypermarché, aucun produit commercialisé comme aliment de survie, ne peut rivaliser sur ce rapport qualité-durée-prix. Mais le riz n'est pas seulement un aliment bon marché qui se conserve longtemps. C'est ce que j'appellerais un multiplicateur alimentaire. Seul, il fournit des glucides complexes, une énergie durable et calme la faim efficacement. Mais associé à d'autres aliments, et nous en parlerons dans la prochaine section, il devient quelque chose de beaucoup plus puissant, une source de protéines complète, comparable sur le plan biochimique à ce que vous trouveriez dans de la viande animale. Le problème que font presque tous les débutants,
c'est de croire que stocker du riz signifie simplement mettre un sac de 5 kilos dans le bas d'un placard et oublier qu'il est là. C'est une erreur qui peut vous coûter très cher, en termes de nourriture perdue, mais aussi en termes de fausse sécurité. Un sac de riz stocké sans précaution sera compromis bien avant les 20 ans promis. L'humidité va s'infiltrer, les insectes vont trouver leur chemin, l'oxydation va dégrader les nutriments et altérer le goût. La méthode correcte implique 3 éléments. Des sachets Mylar, résistants à l'humidité et à la lumière, des absorbeurs d'oxygène qui éliminent l'air résiduel susceptible de favoriser la prolifération d'insectes et de moisissures, et des seaux alimentaires hermétiques qui protègent de l'ensemble de l'humidité ambiante, des nuisibles et des chocs. Avec ce triptyque, le riz que vous achetez aujourd'hui sera encore parfaitement consommable dans 20 ou 25 ans. Pensez à ça un instant. Le riz acheté à 1 euro le kilo aujourd'hui et consommé dans 10 ans n'aura pas coûté un centime de plus en valeur réelle. Et si les tendances actuelles des prix alimentaires mondiaux se poursuivent, les prix du riz ont augmenté de 14% en un an à cause des sécheresses, des conflits et des restrictions à l'exportation. Ce riz acheté aujourd'hui représente également un investissement financier rationnel. Il y a une autre dimension du riz qu'on oublie souvent, sa polyvalence culinaire. Le riz s'adapte à presque tout. Il absorbe les saveurs, il se prête autant aux préparations sucrées que salées, il peut constituer un repas complet ou un accompagnement, il peut être préparé avec très peu d'eau si nécessaire, et sa texture familière apporte un sentiment de normalité dans des circonstances qui ne le sont pas. Ce point psychologique est loin d'être anecdotique. Nous y reviendrons. Deuxième pilier, les légumineuses. Si le riz est la colonne vertébrale de votre réserve alimentaire, les légumineuses en sont le muscle. Lentilles vertes, haricots échos blancs, pois chiches, haricots rouges. J'ai flageolets, cette famille d'aliments est l'une des plus mal comprises et des plus sous-estimées dans la constitution de réserves alimentaires. Commençons par le fait biochimique le plus important. Les légumineuses, associées au riz, fournissent un profil complet de protéines, c'est-à-dire l'ensemble des acides aminés essentiels dont votre corps a besoin. Ce n'est pas une affirmation diététique tendance. C'est un fait vérifiable documenté qui explique pourquoi des civilisations entières ont prospéré pendant des siècles sur la combinaison riz-légumineuse. Le corps d'un adulte en situation de stress prolongé, physique ou mental, a des besoins protéiques importants. Si ces besoins ne sont pas couverts, les fonctions cognitives se dégradent, la résistance immunitaire faiblit et la capacité à prendre des décisions sous pression diminue significativement. Les vendeurs de kits de survie vous proposent des barres protéinées à 12 € l'unité. Les familles du réellement préparé achètent aussi des lentilles vertes chez Aldi pour moins de 2 € le kilo. La différence de budget est considérable. La différence nutritionnelle est négligeable. Les légumineuses sèches, stockées dans des sachets Mylar avec absorbeurs d'oxygène comme pour le riz, ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Ce n'est plus simplement de la nourriture de réserve, c'est ce que j'appelle un investissement intergénérationnel comestible. Un kilo de lentilles sèches coûte entre 1,50 € et 2,50 €. Il représente 6 à 8 portions généreuses de protéines végétales complètes, moins de 40 centimes par repas. Mais il y a une nuance importante à comprendre sur les légumineuses. Leur forme de stockage détermine leur utilisation en situation de crise. Les légumineuses sèches nécessitent un trempage, généralement une nuit, et une cuisson longue, ce qui implique de l'eau en quantité et du carburant. Dans une situation normale ou semi-normale, c'est parfaitement gérable. Dans une crise totale, c'est une contrainte qu'il faut anticiper. C'est pourquoi la version en conserve des légumineuses joue un rôle complémentaire essentiel dans votre réserve. Les haricots blancs en conserve, les lentilles en conserve, les pois chiches en conserve, ils sont précuits, prêts à l'emploi, consommables même froids si nécessaire. En cas de panne totale, vous ouvrez la boîte et vous mangez. C'est votre bouton d'action immédiate, de celui qui ne demande rien d'autre qu'un ouvre-boîte. L'idéal est donc d'avoir les deux formes dans votre réserve. Des légumineuses sèches pour la conservation longue durée et le coût minimal, et des conserves pour la disponibilité immédiate sans contrainte d'énergie. Troisième pilier, les flocons d'avoine. Voici l'aliment dont personne ne parle assez et dont ceux qui l'ont compris sont très contents de vous voir l'ignorer parce que ça leur laisse plus de stock disponible. Les flocons d'avoine sont l'assassin silencieux de l'alimentation de survie. Pas spectaculaire, pas glamour, pas vendu dans des emballages tactiques avec des visuels de montagnards barbus. Juste des flocons beiges dans un paquet en carton à 1 € ou 2 € en grande surface. Et pourtant, dans une situation de crise prolongée, ils vous donnent un avantage considérable sur ceux qui ont stocké autre chose. Voici le problème fondamental avec la façon dont la plupart des familles constituent leurs réserves alimentaires d'urgence. Elles stockent ce qu'elles consomment habituellement, c'est-à-dire des céréales sucrées, du petit déjeuner, des biscuits industriels, des produits ultra transformés.
Ces aliments partagent un défaut rédhibitoire en situation de stress. Ils provoquent d'un pic glycémique rapide suivi d'un effondrement énergétique en moins d'1 heure. Vous avez l'impression d'avoir mangé, mais votre corps est déjà en train de réclamer autre chose. Votre concentration baisse, votre humeur se dégrade, votre capacité à gérer le stress diminue. L'avoine fonctionne à l'opposé de ce mécanisme. Ces glucides complexes et sa teneur élevée en fibres solubles, notamment le bêta-glucane, ralentissent la digestion et maintiennent une glycémie stable pendant 4 à 6 heures. Vous mangez un bol d'avoine le matin et vous êtes réellement nourri jusqu'en début d'après-midi. Votre énergie ne fait pas de montagne russe. Votre cerveau reste alerte. Votre capacité à prendre des décisions reste intacte. Dans une situation de crise, cette différence est énorme. Mais ce qui rend l'avoine particulièrement précieuse, c'est sa polyvalence. Elle se prépare sucrée, avec du miel, de la poudre de lait, des raisins secs, comme salée, avec du bouillon et des légumes en conserve. Elle peut être moulue grossièrement pour faire des galettes, elle peut épaissir une soupe et en augmenter significativement la valeur calorique sans effort. Elle s'adapte à ce que vous avez sous la main plutôt que de vous enfermer dans une préparation unique. Et voici un point souvent oublié. Les flocons d'avoine peuvent être consommés sans cuisson. En cas de pénurie de carburant ou de gaz, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau froide pendant 30 minutes et les manger tels quels. Ce n'est pas le repas le plus agréable qui soit, mais c'est nutritif, rassasiant et ça ne demande aucune source d'énergie thermique. Un paquet de 700 grammes coûte entre 1 et 2 euros. C'est des semaines de petits déjeuners pour quelques centimes par repas. Stockés dans des contenants hermétiques, à l'abri de l'humidité et de la lumière, les flocons d'avoine se conservent facilement 2 à 4 ans, voire davantage si vous utilisez les mêmes méthodes que pour le riz. Au 4e pilier, la farine et le blé en grains. Ce pilier est celui qui divise les opinions, et pourtant, c'est l'un des plus importants. Non pas pour des raisons purement nutritionnelles, mais pour une raison que les experts en nutrition oublient tant souvent de mentionner, la dimension humaine et psychologique de l'alimentation en crise. Permettez-moi d'être direct sur quelque chose, vous pouvez survivre physiquement avec du riz, des lentilles et de l'avoine. Votre corps sera nourri, vos muscles fonctionneront, votre cerveau tournera, mais si vous mangez les mêmes 3 aliments, préparés de la même façon, pendant plusieurs semaines, quelque chose va se passer dans votre tête. Quelque chose de difficile à décrire si on ne l'a pas vécu, mais que toutes les personnes ayant traversé une crise prolongée reconnaissent immédiatement. Le moral s'effondre, pas brutalement, progressivement, insidieusement. La monotonie alimentaire érode la résistance psychologique bien plus vite qu'on ne l'imagine. Des adultes en bonne santé, bien nourris, commencent à perdre leur capacité à gérer le stress, à prendre des décisions rationnelles, à maintenir leurs relations familiales simplement parce que la nourriture est devenue une source de souffrance silencieuse plutôt qu'un moment de normalité. C'est là que la farine entre en jeu. Une galette préparée avec de la farine, de l'eau et du sel sur un réchaud à gaz, c'est plus que de la nourriture. C'est un acte de civilisation dans le chaos. C'est un repas qui ressemble à un repas. C'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille, et qui rappelle que la normalité existe encore quelque part. Votre voisin mange des haricots froids directement dans une boîte de conserve. Vous rompez le pain avec les vôtres autour d'un réchaud allumé. Cette différence est inestimable et elle ne coûte presque rien à anticiper. La farine blanche, scellée correctement dans des sachets Millard avec absorbeur d'oxygène, se conserve 5 ans ou plus. Le niveau supérieur, si vous voulez vraiment optimiser votre réserve, c'est le blé en grains entier. Stocké dans des seaux hermétiques, le blé en grains se conserve 25 à 30 ans. Vous moulez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin avec un petit moulin manuel qui ne coûte pas très cher et qui ne nécessite aucune électricité. La farine vous permet aussi de préparer beaucoup plus de choses que des galettes, des crêpes et du pain plat, des biscuits tout simples, un épaississant pour les soupes et ragoûts, une panure pour les conserves de poisson ou de viande. La farine est un multiplicateur culinaire qui transforme vos 5 piliers en une alimentation réellement variée. 5e pilier, les graisses, beurre de cacahuète et huile stable. Voici l'angle mort de la quasi-totalité des réserves alimentaires constituées en France. Et c'est potentiellement l'erreur la plus dangereuse qu'on puisse faire. Les gens pensent aux glucides, ils pensent aux protéines, mais ils oublient les graisses. Et dans une situation de survie prolongée, cette négligence peut avoir des conséquences graves. Laissez-moi vous expliquer pourquoi avec un fait historique documenté. L'histoire de la survie connaît un phénomène appelé la famine du lapin. Qu'un des survivants de grandes crises, notamment dans des contextes de chasse ou d'isolement, sont morts non pas par manque de calories totales, mais par déséquilibre lipidique. Ils consommaient de la viande maigre en abondance, du lapin notamment, qui apportait beaucoup de protéines mais presque aucune graisse. Et malgré un apport calorique apparent suffisant, leur organisme s'est progressivement effondré. Les graisses ne sont pas un luxe,
Elles ne sont pas une option, elles sont un carburant fondamental pour des fonctions vitales que les glucides et les protéines ne peuvent pas assurer seuls. Le cerveau humain est constitué à environ 60% de graisse. Les graisses alimentaires sont essentielles au maintien de la température corporelle, à la protection des organes, à l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E, K et au bon fonctionnement du système nerveux. Sans apport suffisant en graisse, même avec un régime calorique adéquat, les fonctions cognitives se dégradent. Dans une situation de stress et de prise de décision sous pression, exactement ce que vous vivrez en crise, vous avez besoin de votre cerveau au maximum de ses capacités. Ce n'est pas le moment de négliger les graisses. C'est pourquoi le beurre de cacahuète n'est pas un extra agréable dans votre liste de réserve. C'est une nécessité biochimique. Un pot de beurre de cacahuète de 500 grammes coûte entre 3 et 5 euros. Il contient près de 3000 calories, dont une proportion significative en graisse de qualité et en protéines liées à digestion lente. Une cuillère à soupe apporte 100 calories sous forme de carburant durable. Un pot entier peut vous porter pendant une journée d'activité intense sans même approcher la cuisinière. Le beurre de cacahuète est également un aliment prêt à l'emploi absolu. Pas de cuisson, pas de feu, pas de carburant. Vous ouvrez le pot, vous prenez une cuillère, vous continuez. C'est son avantage ultime dans une situation de mobilité ou de ressources énergétiques limitées. Et il apporte quelque chose de précieux sur le plan gustatif et psychologique dans un régime alimentaire de crise. Une texture, une richesse, une saveur familière qui change radicalement la perception d'un repas, par ailleurs très simple. Sa polyvalence culinaire est également remarquable. Étalé sur une galette, il devient un repas complet. Mélangé dans un porridge d'avoine, il ajoute protéines et graisses à une base glucidique. Incorporé dans une soupe de lentilles, il en enrichit la texture et le profil nutritionnel. Le beurre de cacahuète s'intègre dans presque toutes les préparations possibles avec vos 5 piliers. Pour ceux qui ont une allergie aux arachides, l'huile d'olive, l'huile de coco et le tahini remplissent une fonction similaire. L'huile d'olive vierge stockée à l'abri de la lumière et de la chaleur se conserve 2 à 3 ans. L'huile de coco, plus stable grâce à sa teneur élevée en graisse saturée, peut durer 3 à 5 ans. Ces alternatives méritent d'être dans votre réserve, même si vous n'avez pas d'allergie aux arachides, parce que la diversité des sources de graisse est un atout nutritionnel réel. Ta 6e pilier bonus, le miel et le sucre. Je veux aller au-delà des 5 piliers initiaux et vous parler de 2 aliments supplémentaires qui méritent une place dans votre réserve, non pas par caprice, mais pour des raisons précises et documentées. Le miel d'abord. Le miel est l'un des rares aliments qui, stocké correctement dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité, ne se périment théoriquement jamais. Des archéologues ont trouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de 3000 ans, parfaitement consommables. C'est un fait, pas une légende. Le miel est un édulcorant, certes, mais c'est aussi une source d'énergie rapide. Un agent antibactérien naturel utile pour les petites blessures en l'absence de pharmacie accessible et un ingrédient qui transforme radicalement la palatabilité d'un repas de crise. Un porridge d'avoine avec une cuillère de miel, c'est encore un repas de crise, mais c'est un repas de crise acceptable. Psychologiquement, cette nuance compte énormément. Le sucre ensuite. Le sucre blanc stocké dans des contenants hermétiques se conserve indéfiniment. Il fournit de l'énergie rapide, utile dans certaines situations. Il permet de préparer des conserves maison si vous avez accès à des fruits et il joue un rôle non négligeable dans le maintien du moral, notamment pour les enfants. Une petite quantité de sucre dans votre réserve ne prend pas beaucoup de place, ne coûte presque rien et peut faire une différence significative dans la qualité vécue de votre quotidien en crise. Ces 2 aliments partagent une caractéristique précieuse. Ils ne se périment pas si vous les stockez correctement. Et ce sont des investissements à durée de vie quasi illimitée. 7e pilier bonus, les conserves de poisson et de viande. Voici un pilier que je considère comme fondamental pour toute réserve alimentaire sérieuse et qui complète parfaitement les 5 piliers de base. Les sardines en conserve, le thon en conserve, le maquereau en conserve, les rillettes de porc ou de canard, les conserves de poulet. Ces aliments apportent 2 choses essentielles que les 5 piliers végétaux n'apportent pas de façon optimale. Des protéines animales complètes et des graisses de qualité, notamment des oméga 3 dans le cas des poissons gras. Les oméga 3 ont un rôle documenté dans le maintien des fonctions cognitives et dans la gestion de l'humeur. Et en situation de stress prolongé, qui est précisément la définition d'une crise, un apport suffisant en oméga 3 peut contribuer à maintenir la stabilité émotionnelle et la clarté mentale. Ce n'est pas de la nutraceutique fantaisiste.
C'est de la biochimie de base. Les sardines en conserve à l'huile d'olive coûtent entre 70 centimes et 1,50 € la boîte. Chaque boîte apporte environ 180 à 200 calories, une dose significative de protéines complètes et des oméga 3 en quantité intéressante. Stockées dans un endroit frais et sombre, les conserves de poissons ont une durée de vie de 3 à 5 ans selon les fabricants, et souvent plus en pratique. La diversité que les conserves de poissons et de viande apportent à un menu de crise est précieuse. Mélangées au riz, elles en font un plat complet. Y ajouter à une soupe de lentilles, elles en augmentent de la valeur protéique. Consommées directement, elles constituent un repas rapide sans aucune préparation. 8e pilier bonus, la poudre de lait et les vitamines. Je veux aborder 2 éléments souvent oubliés mais qui jouent un rôle crucial dans la soutenabilité à long terme de votre réserve alimentaire. La poudre de lait entière, stockée dans des sachets Millard ou des boîtes métalliques hermétiques, se conserve 2 à 5 ans selon les conditions. Elle apporte du calcium, des protéines, des graisses et des vitamines B, un profil nutritionnel complémentaire de vos 5 piliers. Mais son avantage le plus immédiat dans une situation de crise, c'est sa capacité à transformer n'importe quelle préparation basique en quelque chose de plus riche, de plus savoureux et de plus nourrissant. Un porridge d'avoine préparé avec de l'eau et une cuillère de poudre de lait, c'est incomparablement meilleur et plus nutritif qu'avec de l'eau seule. Pour les familles avec de jeunes enfants, la poudre de lait est presque indispensable. Les enfants ont des besoins en calcium et en graisse que les 5 piliers de base ne couvrent pas suffisamment. Les multivitamines constituent le dernier élément que je veux mentionner. Et je vais être honnête sur pourquoi. Sur une période de plusieurs semaines à quelques mois, votre corps peut fonctionner de façon satisfaisante avec les 5 piliers et leurs compléments. Mais sur une période plus longue, des carences en vitamines, notamment en vitamine C, en vitamine D et en certaines vitamines B, commencent à se manifester. Il y a des boîtes de multivitamines basiques, coûtent quelques euros et durent plusieurs années. Ce n'est pas une panacée, mais c'est un filet de sécurité nutritionnelle raisonnable pour les situations de crise prolongée. Comment ces piliers fonctionnent ensemble, comprendre le système. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces aliments ne sont pas simplement une liste. Ils forment un système cohérent dans lequel chaque élément joue un rôle précis et complémentaire. Le riz et les légumineuses ensemble couvrent vos besoins en protéines complètes et en glucides complexes, sans réfrigération, sans chaîne du froid, sans équipement particulier. C'est la base énergétique et structurelle. L'avoine et la farine couvrent la dimension temporelle et psychologique. L'avoine vous porte sur la durée entre les repas. La farine vous permet de préparer des aliments qui ressemblent à des repas vrais, qui maintiennent un sentiment de normalité et de dignité dans le quotidien de crise. Le beurre de cacahuète et les huiles couvrent les besoins en graisse, à la fois pour les fonctions corporelles vitales et pour le carburant cérébral dont vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions sous pression. Le miel et le sucre couvrent le moral et permettent de préserver et de varier l'alimentation. Les conserves de poissons et de viande complètent le profil protéique et apportent des nutriments, notamment les oméga 3, que les sources végétales ne fournissent pas de façon optimale. La poudre de lait et les multivitamines constituent le filet de sécurité nutritionnelle pour les situations prolongées. Ce système, dans sa version minimale avec les 5 piliers de base, peut être constitué pour moins de 60 €. Dans sa version complète avec les piliers bonus, vous restez très largement en dessous de 150 €. Et ce budget vous offre plusieurs mois d'autonomie alimentaire réelle pour un foyer de 4 personnes. Ce que l'histoire nous enseigne sur les prix et le temps, il y a un argument économique que je veux développer, parce qu'il est souvent négligé dans les discussions sur la préparation alimentaire. Les prix mondiaux du riz ont augmenté de 14% en un an. Les légumineuses ont suivi une courbe similaire. La farine et le blé ont connu des hausses à 2 chiffres lors des 2 dernières années, en partie liées au conflit en Ukraine, qui est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de blé. Et toutes ces tendances ne sont pas conjoncturelles. Elles reflètent des tensions structurelles, le changement climatique qui réduit les rendements agricoles dans de nombreuses régions, l'instabilité géopolitique qui perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, la croissance démographique mondiale qui maintient la pression sur la demande. Si vous achetez aujourd'hui un sac de riz à 1 € le kilo, et que vous le consommez dans 5 ans dans un contexte de crise où le riz coûte 3 € le kilo, votre économie réelle est considérable. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la gestion de risque patrimonial élémentaire appliquée à l'alimentation. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à ne pas penser à la nourriture dans ces termes. Nous achetons ce dont nous avons besoin pour la semaine, nous consommons, nous rachetons. Ce cycle d'achat hebdomadaire nous donne l'illusion de la sécurité, parce que le supermarché est là, il est plein, il sera là demain, jusqu'au jour où il ne l'est plus. Et ce jour-là, les décisions que vous auriez pu prendre ce soir pour moins de 60 € vous manqueront profondément.
La limite honnête de ce plan. Je veux être direct avec vous parce que l'honnêteté construit quelque chose que les arguments anxiogènes des vendeurs de survivalisme détruisent systématiquement, la confiance. Ces 5 piliers et leurs compléments ne constituent-ils pas une alimentation parfaite et complète indéfiniment. Sur plusieurs mois, vous aurez besoin de sources de vitamines fraîches. Les graines, à germer, lentilles, pois chiches, radis, tournesol sont une solution remarquablement efficace pour ça. Avec un simple bocal, de l'eau et quelques jours d'attente, vous produisez des pousses fraîches riches en vitamines C, B et K, sans sol, sans espace, sans équipement. C'est une compétence simple à acquérir, peu coûteuse à mettre en place et qui peut faire une différence nutritionnelle réelle sur le long terme. Ce plan, dans sa forme décrite ici, couvre les premières semaines à quelques mois d'une crise majeure. Et c'est précisément dans cette fenêtre temporelle que se jouent les décisions essentielles. C'est là que la panique s'installe ou ne s'installe pas. C'est là que les familles préparées gardent leur lucidité pendant que les autres subissent. C'est là que les ressources disponibles font la différence entre une crise traversée et une crise subie. Il y a aussi une réalité que je dois mentionner clairement. Aucun de ces 5 piliers ne vous sauvera sans eau propre en quantité suffisante. L'eau est la condition première de tout le reste. Un système de filtration basique et des réserves d'eau constituent le complément indispensable de votre réserve alimentaire. C'est un sujet qui mérite son propre développement complet. Et il le recevra. Le choix qui vous appartient. Voici où nous en sommes. Vous avez maintenant les informations qui font la différence entre les familles qui traversent les crises et celles qui les subissent. Ces informations ne sont pas secrètes, elles ne sont pas rares, elles ne nécessitent aucune compétence particulière pour être mises en œuvre. Ce qu'elles nécessitent, c'est une décision. Ces 5 piliers, riz, légumineuses, flocons d'avoine, farine, beurre de cacahuète, sont dans votre supermarché ce soir. Moins de 60 €, quelques heures de votre temps pour les conditionner correctement. Et vous disposez de plusieurs mois d'autonomie alimentaire de base pour votre foyer. Vous pouvez décider que c'est exagéré, que ça n'arrivera pas chez vous, que vous verrez ça plus tard. C'est un choix légitime que vous êtes libre de faire. Mais regardez l'histoire européenne des 50 dernières années. La tempête Lothar en 1999, la canicule de 2003 qui a tué des milliers de personnes en France, pas uniquement par manque de soins médicaux, mais par manque de préparation fondamentale à des conditions extrêmes pourtant documentées et prévisibles. Les crises logistiques de 2020, les tensions sur les approvisionnements de 2022, les familles qui ont traversé ces crises sans se retrouver en difficulté n'ont pas eu de chance. Elles ont pris une décision avant que la crise commence. La préparation n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas du survivalisme extrême. Ce n'est pas une obsession morbide pour les scénarios catastrophes, c'est simplement le minimum de responsabilité envers les personnes qui dépendent de vous. Ce que vous avez dans vos placards ce soir, c'est ce que vous aurez le jour où vous en aurez besoin. Pas ce que vous comptez acheter, pas ce que vous pensez aller chercher, ce que vous avez déjà. La préparation n'est pas une destination, c'est une décision que vous prenez maintenant.